Maître Nelly Naouri, Kupfer, bonjour Boker Tov. Boker Tov. Merci d'être avec nous ce matin, au lendemain d'une journée un peu particulière, il faut bien l'avouer, à la Knesset, en marge de cette crise du coronavirus. Eh bien, on a assisté à une prestation de serment des députés de la 23e Knesset dans une atmosphère, on va dire, un peu particulière, très lourde et très difficile, qui contrastait avec l'atmosphère de fête démocratique dans laquelle se déroule en général ce type de cérémonie. Et puis, il y a eu également le passage, en tout cas la remise du mandat du président de l'État à Benny Gantz pour tenter de former une coalition gouvernementale. On a un peu le sentiment, et dites-moi si je me trompe, que Benyamin Netanyahou semblait avoir la main il y a encore quelques jours pour continuer à occuper les fonctions de Premier ministre, et puis d'un coup, eh bien, tout s'est emballé, et puis Benny Gantz a réussi à rassembler ce qui pouvait paraître incroyable, une coalition de 61 députés avec les Arabes, les partis arabes, Lieberman, le bleu-blanc, la gauche, effectivement une coalition un peu hétéroclite, mais qui, d'une certaine manière, s'est soudée pour permettre à Benny Gantz de recevoir ce mandat. Comment on en est arrivé là? Est-ce que finalement Benyamin Netanyahou n'a pas commis une erreur peut-être tactique ou stratégique dans son comportement? Non, ce n'est pas Netanyahou qui a commis une erreur. C'est le fait de pouvoir, pour la gauche, légitimer la présence des députés arabes qui soutiennent le terrorisme, qui est non seulement une erreur, mais du masochisme et une tentative suicidaire incroyable. Le problème est que Rivlin, le président, a aussi préféré donner la possibilité à Gantz de former donc sa coalition parce qu'il avait 61, mais en comptant donc ces voix arabes illégitimes, plutôt que de donner le mandat à Netanyahou qui je vous arrête parce que a obtenu le plus de mandats. Oui, alors vous dites illégitimes. Pourquoi elles sont-elles illégitimes, ces mandats des députés arabes? Les députés arabes sont des citoyens israéliens, sont des citoyens comme tous les citoyens juifs. Non, ils ne sont pas comme tous les citoyens. C'est exactement ça le problème. Ces députés arabes sont des députés qui sont capables de monter sur l'estrade de la Knesset et de louer les shahidim. Ayman Aoudé a déjà fait un discours devant les membres du Fatah pour annoncer la marche pour la libération de Jérusalem, qui sera la future capitale de l'État d'Israël. Oui, mais ils sont députés dans un État démocratique. Ils sont députés et c'est notre erreur. C'est exactement ça qu'il faut corriger à présent et aujourd'hui on en subit les conséquences. Il est inconcevable qu'on ait au sein de notre Knesset une 5e colonne qui soutient le terrorisme. Il est inconcevable qu'on ait un Ahmed Tibi, qui était l'ancien conseiller d'Arafat, qui n'a rien changé à ses opinions, qui est capable de faire le V de la victoire devant les familles endeuillées qui l'attendaient de pied ferme devant la résidence du président lorsqu'il est venu recommander Gantz. Il est inconcevable que ces députés arabes puissent décider du destin de l'État d'Israël. Alors, au-delà de dire il est inconcevable, le fait est, c'est qu'ils existent et qu'ils sont là et qu'ils sont dans cette... Ils existent depuis la création de l'État d'Israël. Ces députés arabes représentent la population arabe israélienne. Jusqu'à présent, ils se mettaient d'eux-mêmes de côté. Aujourd'hui, et ils ne recommandaient en général jamais personne pour former un gouvernement. Là, maintenant, eh bien, il semble que le dénominateur commun de tous ces 61 députés, c'est, on va dire, une forte animosité, pour ne pas dire une haine envers Benyamin Netanyahou. Comment finalement Benyamin Netanyahou s'est laissé, on va dire, dépasser par cette crise, alors que finalement, avec 58 députés, il aurait pu peut-être réussir à débaucher 2 ou 3 députés de l'autre côté, ou en tout cas essayer d'une manière ou d'une autre d'obtenir ce mandat de la part du président Rivlin. Regardez, il y a 2 choses, 2 points. Le premier, c'est que le fait est que les députés arabes aujourd'hui tiennent leur rôle. Ce n'est pas à eux, à la limite, que j'en veux. C'est à Gantz et à la gauche de pouvoir les légitimer et de pouvoir considérer qu'ils font partie du bloc. Maintenant, le fait que Rivlin, lui aussi, les ait légitimés en donnant le mandat à Gantz ne veut pas dire que Gantz a une possibilité de former la coalition. Oui. Il a eu effectivement 61 mandats
de recommandations. D'accord. Pourquoi ? Parce que ce sont les partis qui se présentent auprès du président et qui recommandent un des deux candidats. Mais cela ne veut pas dire que Gantz réussira à former sa coalition. Dans les 61, il y a quand même, j'espère, au moins 3 députés intègres et conscients du danger, de l'aberration de former une coalition avec les Arabes qui vont se réveiller et qui vont voter contre la formation de cette coalition. On a déjà Yoaz Handel et Tzvika Hauser de Bleu-Blanc qui étaient les députés soi-disant de droite de Bleu-Blanc qui ont ramené les voix de droite en déclarant et en scandant, à l'instar d'ailleurs de Gantz, Ashkenazi, Lapid, etc., que jamais, au grand jamais, ils ne formeraient une coalition avec la liste arabe unifiée. Et donc, c'est ainsi qu'ils ont réussi à avoir beaucoup de mandats du Likoud, de gens qui étaient, qui ont écouté le bourrage de crâne des médias gauchistes disant que l'ère de Bibi était terminée et qu'il fallait un changement. Et donc, il y a eu ainsi des voix de droite qui sont passées à Bleu-Blanc, qui est en fait un parti qui n'a aucune colonne vertébrale, aucune vision politique, mais seulement l'idée de faire tomber Netanyahou. Et on a aussi Orly Lévy de Gesher, qui a fait coalition avec Avoda et Meretz, mais pour les élections, mais qui a aussi déclaré qu'elle ne voterait pas pour une coalition avec les Arabes. Donc, effectivement, aujourd'hui, Gantz a la possibilité de former la coalition, mais j'espère, et il faut faire pression sur ces députés, qu'il n'arrivera pas à former son gouvernement. Alors, ça va peut-être pas lui permettre de former un gouvernement, mais ça lui permet en tout cas de se servir de cette situation comme levier de pression auprès de Binyamin Netanyahou pour que celui-ci réduise ses exigences et ne considère pas d'une certaine manière le parti bleu-blanc comme, on va dire, un parti, de figuration sur l'échiquier politique israélien. Netanyahou n'a pas attendu que Rivlin donne le mandat. Il a déjà proposé, vu la crise sans précédent que le pays et le monde connaît avec ce corona, il lui avait déjà proposé de rejoindre un gouvernement d'urgence nationale. Oui, mais il avait fait une proposition qui n'était pas acceptable pour le parti. Il n'a pas parlé de rotation. Il leur a proposé dans un premier temps de venir dans un gouvernement d'urgence nationale avec des ministères sans portefeuille, comme on l'avait fait à l'époque Lévi Eshkol au moment de la guerre des 6 jours. Voilà. Alors il était clair que c'est un peu offensant pour. Non, d'abord c'est pas offensant parce qu'il n'a pas gagné les élections. Gantz n'a pas gagné les élections. Il a eu 32 mandats et en mentant à ses électeurs et en trahissant les valeurs les plus élémentaires de l'État d'Israël. Bon. Donc ça ne peut pas offenser un pantin qui a été mis en place juste pour faire tomber Netanyahou. Alors je vais vous poser la question. Je vais vous poser la question, on va dire en tant que représentante du Likoud, mais on aurait pu poser la même question à un représentant du Parti Bleu-Blanc. Vous n'avez pas l'impression peut-être un petit peu déconnecté de tout ce qui se passe actuellement dans la réalité israélienne ? Il y a des Israéliens qui, par dizaines de milliers, se retrouvent au chômage. Il y a des dizaines de milliers d'Israéliens qui sont confinés dans leur maison. Des milliers, il y a des centaines aujourd'hui de malades israéliens du coronavirus et on n'est qu'au début de nos peines apparemment. Tout cela semble... et du côté de la vie politique, on a l'impression que tout le monde continue à jouer les mêmes jeux habituels auxquels on a assisté depuis un an. Ça vous paraît pas un peu surréaliste, cette situation ? C'est surréaliste, justement, de la part de la gauche qui essaye encore, par des petites manœuvres politiques, de changer le président de la Knesset. La gauche va dire il faut changer le président de la Knesset. La droite va dire on va tout bloquer. Mais il y a des millions d'Israéliens qui regardent ça et qui se disent mais où sont-ils ? Est-ce qu'ils sont sur une autre planète ? Parce que c'est pas possible. C'est-à-dire on est dans une situation, comment va-t-on continuer à gérer ? On est dans un gouvernement qui est un gouvernement malgré tout de transition, qui gère d'une certaine manière la crise, mais qui semble ne pas pouvoir la gérer jusqu'au bout tant qu'il
tant qu'il ne sera pas confirmé par un mandat. Il y a un budget de l'État qui est gelé, il y a des situations qui sont sans précédent. Finalement, on peut pas asseoir tout le monde là, c'est-à-dire, et puis trouver une solution qui soit même une solution provisoire, mais qui mette fin à ce débat que beaucoup d'Israéliens qui tapent sur le système, on va dire maintenant, comme ça en parlant de manière un peu vulgaire, de millions d'Israéliens aujourd'hui. Alors, encore une fois, Daniel, Netanyahou est le premier qui a proposé, non seulement dans un premier temps, effectivement, un gouvernement d'urgence nationale, mais également dans un deuxième temps, également l'option d'un gouvernement d'union nationale en donnant la parité au niveau des ministères à bleu-blanc et en donnant la rotation à Benny Gantz. Mais Benny Gantz a refusé et a préféré aller avec une coalition comprenant les députés arabes. Donc effectivement, Netanyahou, qui est un chef d'État responsable, a voulu faire l'union, mais c'est la gauche qui a refusé et continue ses petites manœuvres politicardes. Je vais vous dire à la limite, moi je suis contre un gouvernement où il y aurait cette gauche, car ce conflit a montré à quel point il était irresponsable et je ne veux pas qu'il fasse partie des preneurs de décision pendant une crise aussi importante en Israël. La seule consolation que j'aurais s'il rentrait dans un gouvernement d'union nationale, c'est que cette gauche arrête de dire que le corona n'est qu'une petite grippe et que Netanyahou profite de la situation pour en sortir grandi. Ça serait déjà une très bonne chose. Donc effectivement, peut-être pour calmer tous les Israéliens qui sont dans une situation extrêmement difficile, tout le pays dans une situation extrêmement difficile, mais quand même fait preuve d'un courage, d'une solidarité incroyable, on l'a vu ces derniers temps, mais pour le bien de la nation, effectivement, il faudrait qu'il y ait un gouvernement d'union, peut-être, mais en tout cas, que ce soit pour un temps réduit, car il n'est pas question que des gens qui ont été capables de concevoir le fait que ces députés arabes soutenant le terrorisme fassent partie d'une coalition, il n'est pas concevable que des gens comme ça soient à la tête de l'État. Une dernière question, comment vous expliquez le fait que les partis arabes aient accepté de faire la même recommandation qu'Avigdor Lieberman, que Lieberman ait accepté de faire la même recommandation que les partis arabes, même si dans l'absolu, au bout du compte, ils ne siégeront pas ensemble, eh bien, ils ont trouvé un modus vivendi, une sorte de dénominateur commun dans leur animosité vivace envers Netanyahou? Eh bien, encore une fois, les Arabes, eux, tiennent leur rôle et leur but est de faire tomber le gouvernement de droite, donc ils avaient tout intérêt. Lieberman, c'est un scandale sans nom. Il a usé de tous les moyens possibles et imaginables, entre autres une campagne profondément antisémite envers les Haridim pour avoir des mandats et faire tomber Netanyahou. Ce n'est que par vengeance personnelle qu'il mène tout le pays à une élection après l'autre et à ce chaos total au niveau du système politique. Donc apparemment, la haine est plus forte que tout et cela peut ramener Lieberman et les Arabes à voter de la même manière et c'est un véritable scandale. Eh bien, Maître Nili Naouri-Kupfer, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Difficile de parler de politique en plein milieu de cette crise du coronavirus. Le plus important, que chacun fasse attention à lui, à ses proches, de bien respecter les instructions du gouvernement et avec l'aide de Dieu, que tout le monde soit en bonne santé. Merci beaucoup Nili et on espère vous retrouver dans des circonstances, on va dire, plus sereines, on va dire, pour parler de politique et en espérant bien entendu que cette crise politique également soit résolue bien plus rapidement que ne pourrait l'être cette crise du coronavirus. Merci d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalitai. Bonne journée, shalom. Avec plaisir.